Bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors nous poursuivons pour ce deuxième épisode spécial Ramadan sur la sourate 12, la sourate Youssouf, celle de Joseph, euh, qui va nous accompagner durant tout ce mois. Et pour rappeler un tout petit peu sur le précédent, parce que ça me semble assez important, surtout que ça va faire le lien avec cet épisode, l'épisode d'aujourd'hui, sur l'importance de la narration. C'est-à-dire qu'en fait, la narration, elle a pour objectif de ne pas nous amener vers une forme de distraction, mais davantage vers une forme de lucidité. Et là où c'est important, c'est pour ça que le Coran insiste sur déjà le terme de qasas, qui est donc en fait un récit, une narration, mais une narration qui a pour vocation d'être précise, et aussi sur l'importance de cette question d'un mauvais récit. Quel est le problème d'un mauvais récit? C'est-à-dire le mauvais récit produit de la superstition, de la croyance, de la soumission. Alors qu'un récit rigoureux, un récit pointu, un récit précis, va produire du discernement, de l'anticipation et une stabilité intérieure, comme on en parlait avec l'Imen. Et donc on comprend à ce moment-là que le récit devient une sorte d'ingénierie de la lucidité. Et là où ça peut être important, et j'aimerais pouvoir aussi euh, appuyer sur ça, c'est que il y a un élément concret pour nous au quotidien. Hein, parce que ça me semble important durant ce mois de, de toujours l'articuler à quelque chose de concret pour nous au jour le jour. C'est cette leçon qui consiste à savoir raconter ce qui nous arrive. Parce que quelque part, si on n'arrive pas à raconter ce qui nous arrive, bah quelqu'un va le faire à notre place. Que ce soit au travail, dans la famille, dans le couple, dans la réputation, en société, etc. Ou même au niveau collectif, hein, même à l'échelle d'un pays. En soi, un récit n'est jamais neutre. Soit on le maîtrise, soit on le subit. Alors oui, hein, c'est pas simple parce que des fois nous n'avons pas l'opportunité, nous n'avons pas la disponibilité, nous n'avons pas même, j'oserais dire, l'accessibilité de notre récit. Et c'est vrai que c'est tout un enjeu. Parfois même, on a besoin de, de, de passer par quelqu'un d'autre ou par un outil pour se pouvoir mettre les choses en récit, hein, que ce soit une thérapie, ou une consultation, ou une fiction. Effectivement, une fiction qui va parler de notre histoire, etc. C'est pas simple, mais ce que nous, on peut déjà faire à notre échelle, c'est de nous poser la question, une question toute simple, le soir, avant de nous coucher même. C'est qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi le récit de ma journée? Quelle histoire je me raconte? Et surtout, qu'est-ce qu'elle m'éclaire, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle révèle? Et ou plutôt dans quoi elle m'enferme aussi. En tout cas, voilà. C'est un peu l'idée de pouvoir amener progressivement à gagner en davantage de stabilité par la clarté. Alors, ce qui nous intéresse dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est la suite en fait du récit, c'est-à-dire le fameux verset 4, qui est le verset en fait fondateur de toute l'histoire, de tout le récit. C'est quand Youssouf dit à son père: Ô mon père, j'ai vu 11 astres, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Donc voilà, là on démarre de plein pied le fameux rêve de Youssouf. Quand Youssouf dit à son père: Ô mon père, j'ai vu 11 astres, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Alors, une précision sémantique importante hein, d'un point de vue linguistique, et ça va nous intéresser pour plein d'autres thèmes liés au Coran, c'est que le terme qui est traduit par prosterné, c'est sajidin. Et dans l'imaginaire et même dans la vision que tout le monde peut avoir du mot prosterné, surtout dans le monde musulman, on imagine tout de suite la prosternation comme de la génuflexion, hein, le fait de poser ses genoux au sol et son front au sol. Généralement, ce n'est pas erroné, encore une fois, hein, de qualifier, de désigner la génuflexion comme une prosternation. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette sourate, et c'est pas la seule à faire ça, hein, mais cette sourate nous montre un tableau, et il faut essayer d'avoir ce tableau. Un tableau où des astres
et ainsi que le soleil et la lune, seraient en train de se prosterner devant Youssouf. Alors beaucoup pourraient insister sur l'aspect purement symbolique, évidemment. Mais même si on venait sur le point symbolique, il y a une technique de la langue. Eh oui, quand on... si je vous dis que je vois dans un rêve une porte s'ouvrir, même si c'est pas forcément une porte qui s'ouvre, ce n'est pas très choquant parce que on comprend, hein, même si c'est que symbolique, on comprend tous c'est quoi l'idée qu'il y a derrière une porte qui s'ouvre. On comprend tous qu'il y a bien une fonction dans une porte, c'est a priori de s'ouvrir. Voilà. Et bien là, ce qui est frappant, c'est que des astres qui se prosternent, on a tout de suite un problème, j'ai envie de dire, linguistique, parce que ce serait quoi une prosternation d'un astre? Étant donné qu'il n'est pas du tout possible ni envisageable qu'il s'agisse d'une génuflexion. Et là, ça nous informe déjà sur un indice très important sur ce que signifie sajada. Et sajada, donc ce terme qui est utilisé pour qu'on traduit par prosternation, eh bien en fait, il désigne donc un état supérieur. Ouais. On peut au minimum se dire que c'est une forme d'entrée en harmonie, de mise en harmonie, de, on pourrait peut-être même y envisager une forme d'orbite. C'est-à-dire qu'en fait, Youssouf aurait peut-être vu les astres orbiter autour de lui. Mais évidemment, orbiter selon un ordre, auquel, auquel ces astres-là seraient soumis. Et ce serait ça que peut désigner le terme de soujoud, qu'on traduit par prosternation. Donc de ce point de vue-là, la génuflexion qu'on pratique en prière, eh bien, traduirait cette harmonisation, cette intégration dans un ordre auquel on veut se soumettre, voilà, harmonieux. Mais le sens général du soujoud, c'est de le faire de quelque manière que ce soit à genoux, ou dans l'esprit, ou dans le corps, ou dans les astres, ou autrement. Comme d'ailleurs le dit le Coran, il n'y a rien ni dans les cieux ni dans les terres qui ne vienne devant Dieu si ce n'est en soujoud. Si ce n'est en état donc de cette harmonisation, de ce soujoud. Donc vous voyez déjà ce terme-là, c'est important de pouvoir le décortiquer de ce point de vue-là. Maintenant, on va travailler sur cette question du rêve de Youssouf. Qu'est-ce que c'est en réalité ce rêve? Qu'est-ce qu'il est censé nous dire? Je sais qu'en général, on présente souvent ce rêve-là comme étant un film envoyé du futur. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle l'oniromancie, euh, où en gros on se dit que en fait c'est une projection, ce serait même une sorte de rêve prémonitoire. Euh, mais on va faire peut-être une autre hypothèse. Et si c'était le cerveau du Youssouf qui, par une analyse de données ultra puissante, poussée et rapide, avait réussi à calculer le futur? En soi, le rêve de Youssouf n'est pas quelque chose de magique ou mystérieux, il est plutôt un mode de traitement hors ligne d'une intelligence supérieure et d'une sensibilité profonde qui a compris les failles de son environnement avant tout le monde. Et en plus, on va voir à quel point ça va se confirmer dans l'ensemble du récit. Regardons la situation en face. La situation initiale, c'est laquelle? En réalité, Youssouf vit dans une famille dysfonctionnelle. Alors on peut faire déjà plein d'hypothèses sur ce point-là. Est-ce que c'est le fait que ce soit une famille nombreuse? Oui, c'est un vrai calcul qu'on peut faire. La sociologie a un petit mot là-dessus, hein. Enfin pas qu'un petit d'ailleurs, où en réalité c'est très 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 difficile de maintenir un équilibre lorsqu'il y a une, un- une prépondérance d'enfants face à des adultes qui ne sont que des êtres humains. Eh oui, on parle, on pourrait même parler dans ce qu'on connaît dans les sciences de l'éducation du taux d'encadrement, hein. C'est une vraie donnée, hein, qui a été évaluée, qui a été estimée, travaillée, étudiée, hein, où selon, en fonction des compétences qu'on veut transmettre ou de l'environnement qu'on veut offrir euh, aux enfants, il y a un taux d'encadrement optimal. Que ce soit d'ailleurs en fonction de leur niveau et des attentes qu'on en fait, évidemment, hein. Donc 1 pour 6, 1 pour 12, et cela même, même lorsqu'on monte à l'âge adulte, hein. C'est ça, hein, qui anime d'ailleurs les logiques qu'on retrouve dans les ateliers, hein, ateliers pratiques, etc. Donc même à l'âge adulte, il y a un taux d'encadrement maximal. Même à l'âge adulte. Donc entre adultes même diplômés, entre adultes experts, entre adultes compétents, eh bien il y a quand même un taux d'encadrement optimal. Eh bien oui, eh bien en famille, il y a aussi un taux d'encadrement optimal. Et 2 pour 12, ça semble être très compliqué. En tout cas, il y a une chose qui est certaine,
c'est qu'un personnage emblématique qui est le père de Youssouf, c'est-à-dire Jacob, Yacoub, eh bien, lui-même est dans une situation de fragilité. En soi, l'intelligence intuitive de Youssouf capte les micro-expressions de ses frères, ainsi que les états d'âme et même l'attitude même de son père. Il perçoit, consciemment ou non, le bruit de l'hostilité de ses frères et la situation complexe que traversent ses parents. On parle là, à ce moment-là, en termes de concept de théorie de l'esprit. C'est-à-dire que Youssouf possède une capacité avancée à modéliser les intentions des autres. Et d'ailleurs, ça va l'accompagner toute sa vie. Il sent que le système familial dans lequel il grandit est au bord de l'implosion. Et il le voit, hein. Et on va le voir par la suite encore une fois. Le rôle du père est particulier. Il perçoit en fait que Jacob, il est aimant, il est affectueux, mais il est dépassé par la gestion du collectif des grands frères. En soi, Youssouf comprend que le père ne pourra pas le protéger. Et certainement pas indéfiniment. En soi, et c'est pour ça que c'est très fort, c'est que non seulement donc il perçoit tout ça, il voit donc le constat, il voit comment la situation n'est pas tenable, et là, en quelque sorte, son cerveau arrive à faire une synthèse. Il pose en quelque sorte une hypothèse projective, qui serait issue d'une analyse fine de son environnement. Et on comprend à ce moment-là que le rêve est un outil de régulation intérieure. On pourrait même ajouter une tentative éthique d'équilibrage. Et oui, parce que c'est vrai, hein, si on enlève le fait que on parle d'un prophète, d'un personnage magnifique, de quelqu'un de très bon, c'est quand même particulier, hein, c'est quand même curieux de se dire que, attends, moi je me vois plus tard avoir toute ma famille se prosterner devant moi. Si on avait une vision très fonctionnaliste ou utilitariste euh, de ça, on percevrait tout de suite une forme de domination. Mais c'est pas tellement ça, c'est même pas ça, c'est que on voit qu'il cherche à résoudre un problème. Le rêve est une simulation mentale. C'est ça le rêve projectif. Dans la psychologie cognitive, selon la théorie d'Antti Raivonuso, sur la simulation de menaces, le rêve sert à s'entraîner à des situations sociales complexes. Et donc pourquoi se voit-il prosterné? Ce n'est pas un délire d'ego, c'est que c'est la seule issue logique. Dans un système où 10 personnes veulent en détruire un, l'équilibre ne peut revenir que si la cible devient intouchable. C'est-à-dire le sommet de la hiérarchie. Ça déjà, il y a tout un enseignement là-dessus. En gros, le cerveau de Youssouf identifie que pour sauver sa famille de sa propre violence, il doit en devenir le pivot central, le garant. Alors, pourquoi l'analogie cosmologique? Pourquoi des astres? C'est vrai ça. Youssouf ne rêve pas de moutons ou de tentes, mais d'un ordre cosmique. En fait, ça montre que, très jeune, démontre une capacité d'abstraction métaphorique. Et ouais, là vous le voyez en fait, le truc, il sort de l'ego. C'est qu'en fait, il ne cherche pas à se venger, il ne cherche pas à renverser les choses pour sa gloire, pour se satisfaire. Non, en fait, il essaye malgré tout d'identifier une loi universelle pour régler un conflit local et personnel. En vrai, ce rêve est un projet bienveillant. C'est une forme d'ihsan, donc d'excellence éthique bienveillante, très précoce. Contrairement aux frères qui projettent le meurtre, qu'on verra plus tard, Youssouf projette un ordre. La symétrie, en fait, elle va être protectrice. Le pouvoir dans le rêve de Youssouf n'est pas une domination, c'est une fonction de régulation pour pouvoir pardonner et nourrir. En soi, Youssouf a cette intuition du risque. Il voit bien qu'il y a un problème de fond, et d'ailleurs même le fait qu'il en parle à son père, oui, parce que ça, il peut le garder pour lui, hein, montre qu'il cherche une validation de son analyse de risque. Il sait que quelque chose ne va pas et que quelque chose se prépare. Et c'est là que c'est très fort, c'est que le rêve de Youssouf est le premier acte politique et stratégique de la sourate. C'est l'ébauche d'un plan de survie. Ce qu'on voit quoi, c'est que le Coran va nous informer de quelque chose de très beau. C'est que nos intuitions profondes sur notre environnement ne sont pas des fantasmes. Ce sont souvent des analyses de données que notre conscience n'a pas encore fini de traduire.
Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on comprend à ce moment-là que Youssouf le raconte lui-même, et il a cette capacité, alors qu'il est enfant, de mettre des mots sur une intuition. Donc ce qui compte, ce n'est pas forcément le rêve en soi, c'est le fait qu'il soit formulé et partagé. Et à partir de là, on comprendra que, à partir de ces valeurs, il y a une reconnaissance implicite de la lucidité, et on va voir que nos intuitions doivent nous interpeller. Nos intuitions ne sont pas toujours fausses, mais que parfois, effectivement, elles peuvent être mal formulées, mal protégées aussi et mal partagées. Mais on va voir, on verra demain, comment cette intelligence précoce déclenche précisément une réaction de défense violente chez les frères, et on va comprendre un peu mieux ce qu'est cette logique qu'on retrouve chez René Girard du bouc émissaire, et pourquoi le talent est souvent perçu comme une menace par le groupe. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Alors, pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et aussi, si vous voulez davantage d'approfondissement, un développement beaucoup plus long et beaucoup plus dense sur les références que j'emploie en fait dans cet épisode et ainsi que dans tous les épisodes, eh bien, je vous invite vivement à me retrouver dans le Patreon des Évidences du Coran, que vous retrouvez en lien dans l'épisode, dans lequel vous trouverez les épisodes en long format, beaucoup d'autres contenus exclusifs, de documents, ainsi que des rendez-vous, c'est-à-dire des webinaires, des masterclass et des conférences, même peut-être même des visites, euh, sur l'ensemble des thèmes qu'on aborde ensemble, et ça me fera un immense plaisir de vous y retrouver, et c'est aussi un espace dans lequel on peut soutenir ce travail-là, pour qu'il puisse continuer et se développer. Merci encore d'avoir écouté cet épisode, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.